Allô? Test? OK, ça marche. Parfait. Good. C'est bon. Bon, ben, je suis content que vous soyez aussi nombreux à venir voir cette conférence-là. Donc, Hacking Workflow, parler de VS Code, de Git, Terraform, MalWorldDev, un peu de à quoi notre workflow peut ressembler, puis ça peut peut-être vous aider dans votre équipe. Donc, pas nécessairement d'utiliser le workflow au complet, mais juste certains aspects. Pour commencer, je m'appelle Félix Lehoux, aussi appelé Lehoux sur les internets. OK. Bon, déjà là, on voit, OK, CSS c'est comme planté de là, mais bon, normalement, ça serait 2 colonnes. De jour, je suis un conseiller en sécurité offensive, simulation d'adversaire chez Desjardins, donc équipe Red Teaming. Je travaille aussi dans l'amélioration et l'automatisation de différents processus. De soir, je suis papa de 2 doggos. Je suis créateur de contenu sur Internet, donc YouTube. Je fais des vidéos sur, dans le fond, la sécurité, home labbing, réseautique, partage de connaissances avec les gens. Quand c'est possible, du surf, du camping, et j'aime bien finir ma journée avec un petit vinyle. À se parler de moi, donc on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi les objectifs de ce talk-là? Dans le fond, si vous y assistez, c'est quoi vous allez en retirer? Le but, c'est vraiment de vous montrer les outils qu'on a à notre disposition, mais qui sont aussi possibles d'utiliser de votre côté dans vos différents workflows et de vous montrer, dans le fond, l'impact positif d'utiliser ces outils-là pour vraiment faciliter votre vie, diminuer le plus possible les irritants, puis faire que vos processus vont être au next level. Les sujets, de manière brève, ça va être les activités d'un pirate éthique. Par la suite, les obstacles qu'on a rencontrés, donc ce qui était avant au niveau de notre infrastructure. Par la suite, les solutions. Donc, les solutions, c'est ce qui est en place présentement, les processus qu'on utilise et les différents bénéfices au quotidien sous format d'exemple. Donc, une vue globale, dans le fond, d'une activité d'un pirate éthique, c'est de voir le workflow comme global. Donc, comment ça va fonctionner? C'est qu'au début, on va faire la préparation. Donc, on va faire la recherche de nouveaux outils, de nouveaux TTP. On va faire la documentation de cette recherche-là dans nos outils. On va faire le développement de notre arsenal en préparation aux tests qu'on va réaliser. Lorsqu'on passe dans la phase réalisation, ce qui va se passer, c'est qu'on va déployer des fois notre infrastructure parce qu'on a besoin d'avoir un infra pour rouler différents tests. Par exemple, que ce soit du phishing, du C2 ou peu importe, ça va être quoi. Réalisation des tests, donc ça va être principalement ça la phase. Et on va utiliser notre arsenal. Donc, si jamais on n'a pas un bon wiki, ben, ça va être difficile d'avoir un arsenal si on ne sait pas comment l'utiliser. Dernier point, c'est au niveau de la divulgation. Donc, la dernière section du workflow qui prend aussi beaucoup de temps dans certaines équipes. Donc, on sait que Pentest, Red, Purple, peu importe c'est quoi, on a l'habitude de faire comme moitié-moitié. Donc, on fait la moitié du technique, puis la moitié qu'on va faire du reporting, puis ça peut devenir un irritant. Fait que ça va être un sujet assez important dans la présentation, mais cette section-là, ça fait quoi? C'est du rédaction de rapport. Par la suite, on va probablement faire une présentation pour montrer les résultats de ce rapport-là. On va documenter aussi nos tests et on va passer dans le processus de QA. Premier step, ça va être le tradecraft manuel. Donc, dans ce cas-là, c'était une perte de temps, je veux dire, considérable dans notre processus. Donc, vous montrer un petit peu c'est quoi le tradecraft pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec ce terme-là. Dans le fond, c'est le processus d'ajout, d'analyse et de R&D au niveau des différents articles, des outils et des procédures qu'on ajoute pour nos opérations, pour nos différents mandats. Donc, ça va être comme le good stuff qu'on va aller chercher, qu'on va aller gratter, qu'on va diguer pour vraiment ajouter une valeur lors de nos mandats ou que ce soit Purple Team, Red Team ou au niveau des pentests. Ça comprend quoi, dans le fond? C'est qu'on va avoir différentes sources, différents formats, différentes valeurs. Donc, on va aller sur Internet, par exemple, GitHub, Reddit, Twitter. Puis là, on va voir comme, oh, ça c'est important, ça a l'air nice, c'est du good stuff, on veut l'avoir dans notre arsenal, on veut travailler là-dessus, on veut le développer, fait qu'on va vouloir l'ajouter. Fait que ces formats-là, ça va être soit des POC théoriques, donc sous format des fois d'articles, des fois ça va être au niveau d'une POC pratique, donc du code sur GitHub, ou des fois ça va être un peu comme un blog qui va être un mélange des deux. Lorsqu'on faisait l'ajout manuel, on validait aussi une certaine valeur. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà testé? Parce que si ça fait 14 fois qu'on le teste, on ne veut pas nécessairement l'ajouter pour ajouter du temps supplémentaire là-dedans. On veut vraiment se focusser sur qu'est-ce qui a le plus de valeur. Est-ce que la qualité de l'article, ça a de la valeur et la fiabilité de la source? Donc, rapidement, c'est une règle du pouce, on regardait, ça vaut-tu vraiment la peine qu'on ajoute ça dans notre tradecraft pour voir qu'est-ce qui se passe. Le tradecraft manuel, ce qui se passait, c'est que manuellement, on allait dans GitLab, on ouvrait un issue dans notre board tradecraft, on ajoutait un titre, on ajoutait le lien à la description et dans le fond, on ajoutait des fois quelques commentaires pour dire c'est quoi les labels, c'est quoi les tags pour savoir un petit peu à quoi ça ressemble. L'affaire qui arrive, c'est qu'on faisait ça 5 à 10 fois par jour. Dans le fond, je dis 5 à 10, mais c'est une règle du pouce pour dire si on trouve 20 articles une journée, ben, on le fait 20 fois, puis si on le trouve 2 fois, ben, c'est 2 fois.
Puis ça prenait environ, je vais dire un gros 3 minutes. T'sais. Mais il faut voir ça plus que 3 minutes de dire tu ouvres l'interface, tu rentres ça, tu fais du copier-coller puis c'est fini. L'affaire, c'est que si tu es deep dans ce que tu fais, tu reçois une pop-up sur ton téléphone que tu dis hey, Twitter a sorti de quoi de cool parce que tu es abonné à quelqu'un. Bien là, l'affaire, c'est que tu peux sortir de ton champ de concentration puis te remettre dedans. Ça prend pas plus que 3 minutes. Fait que c'est comme tout ça qui est en lien à cette section-là. Puis les questions qu'on se posait, c'est de dire où est-ce qu'on le sauvegarde? Est-ce que notre infra actuel, ça vaut la peine? Comment on va le sauvegarder? Clairement que manuel, ce n'est pas nécessairement la best option. Est-ce que c'est possible de faire un tri à la sauvegarde? Donc, si jamais il y a des doublons, des choses comme ça, on peut faire un certain triage au début? Puis, c'est quoi la meilleure manière de rendre le tout le plus optimal possible? Donc, on est arrivé avec le GitLab Attack Framework. On utilise vraiment les fonctionnalités de GitLab pour apporter notre processus au next level. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que GitLab a les fonctionnalités de board, de issue et de labels. Fait que grossièrement, c'est ça qui est comme le plus important dans cette section-là. Je vais parler de l'API un petit peu plus tard. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un board avec tous les labels des tactiques du MITRE ATT&CK. Donc, tout ce qui est Initial Access, Execution, Defensive Evasion, Privilege, Escalation, whatever, on les a tous ajoutés. Ce qui arrive, c'est qu'après ça, on classait les issues selon la bonne tactique. Donc, si c'était le temps d'un code macro Excel, par exemple, qui était fancy, bien là, on l'aurait ajouté, cet article-là, ces issues-là, au sein du label avec la tactique du Initial Access. Donc, ça, c'est une section. Puis, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc, ici, un issue, c'est Because potatoes are good. Puis, il y a les labels, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a le label Privilege Escalation. Il y a les labels techniques. Donc, ce qui veut dire, c'est que ça va être considéré comme une technique. L'objet du issue va être considéré comme une technique qui va contenir plusieurs procédures qu'on va pouvoir passer au travers pour nos différents tests. Fait que ça nous permet de visuellement voir dans le fond, c'est quoi les issues. On voit qu'il y a le label Purple et Goldorak. Goldorak, c'était un mandat Purple Team. Donc, c'est juste pour différencier les différents projets. Mais, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ressemble grossièrement de ça, puis ça nous permet d'avoir différentes idées sur qu'est-ce qui se passe dans cette technique-là. Donc, on voit tout ce qui est Juicy Potato, Candy Potato, Sweet Potato. Donc, on sait que si on embarque dans cette technique-là, on va jouer avec du Privilege Escalation qui est en lien à ces procédures-là. Donc, ça permet de vraiment faciliter la vision des choses. Ce qui s'est passé, tantôt je vous ai parlé de l'API GitLab, c'est vraiment là que ça rentre en jeu, puis c'est comme, ça vient nous faciliter la vie comme next level. Ça n'a pas de bon sens parce qu'on utilise Keybase comme outil de communication, puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un bot Python qui a été créé pour nous faciliter littéralement la vie. Donc, ce qui arrive, c'est que l'outil de communication, on l'utilise tout le temps, non-stop, à tous les jours, puis on est déjà connecté dedans. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on trouve un article intéressant, on le regarde rapidement, on copie le lien, on l'envoie dans Keybase. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on va faire la commande !add, on va mettre l'article, et par la suite, on va ajouter quelques lettres pour définir le label en soi. Donc, tantôt, il y avait du Initial Access, du Execution. Dans ce cas-là, l'article qu'on a ajouté, c'est un article d'Execution. Donc, on met le label Execution et il s'ajoute directement dans le board que je vous ai montré tantôt, dans la tactique Execution. Si jamais je ne suis pas le seul à avoir trouvé cet article-là parce qu'il est vraiment cool ou je l'ai oublié parce que ça fait déjà 2 jours que j'ai passé à autre chose, puis je l'ajoute une deuxième fois. Mais tantôt, je vous ai parlé d'une option de tri. Bien, ce bot-là est en mesure de nous aider parce que si jamais il détecte que l'article a déjà été ajouté, il ne l'ajoutera pas une deuxième fois. Il va nous mentionner qu'il y a un doublon, puis il va nous montrer c'est quoi l'URL de ce issue-là pour qu'on puisse aller le voir, puis peut-être ajouter de la documentation. Donc, c'est vraiment utile. Puis ça fait que quand c'est le temps de faire l'analyse de nos différentes procédures qu'on a à tester, bien, on ne perd pas du temps supplémentaire pour juste valider les doublons. Il y a une section au niveau de la recherche. Donc, si jamais on voulait faire la recherche avant de faire l'ajout, ce serait possible d'être fait. Puis si jamais on veut faire, par exemple, une campagne sur, je ne sais pas, JavaScript ou des macros VBA ou quelque chose du genre, on pourrait faire un search. Donc, point d'exclamation search. On va chercher, par exemple, VBA ou macro ou Excel. On aurait la liste des issues qui seraient en lien à ça. Donc, rapidement, on peut aller chercher de l'information rapide là-dessus. Il y a une autre fonctionnalité qui est fort intéressante, c'est commenter. Donc, si jamais on lit l'article, on dit « Oh, finalement, j'ai trouvé quelque chose » ou c'est en lien à un autre article, mais là, ça peut être intéressant d'ajouter l'option « Comment » pour ajouter un commentaire au sein du issue. Dans ce cas-là, je ne sais pas si vous allez super bien voir, mais en haut, on voit que le issue a été créé par le review bot, je veux dire 5 minutes ago. Fait que ce n'est pas moi qui l'ai créé, par exemple, lors de l'ajout, c'est littéralement le bot. On voit que dans la description, ça a été ajouté par moi avec l'URL en question qui était
qui était le lien de l'article. Un petit peu plus bas, on voit le commentaire. Là, je ne sais pas vraiment pas si vous allez voir, mais dans le fond, c'est le commentaire que j'ai ajouté. Voici le commentaire, la POC du bot Keybase. Puis l'affaire qui est cool avec ce bot-là, c'est qu'on peut mentionner le titre, la description ou juste le commentaire plus bas. Donc, si jamais le titre n'aurait pas été bien parsé, on est en mesure de faire la modification pour l'ajouter de cette manière-là. Ça, c'est le premier point. Donc, je vais juste vous rappeler, on repense au workflow initial. Donc, on est encore dans la section préparation de notre TTP, tout ça, Tradecraft. Et je vous ai parlé aussi de développement de notre arsenal. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là qu'on est. Je trouve ça important de leur mentionner la chaîne parce que ça va permettre de visualiser tout au long de la présentation on est rendu où puis pourquoi que je l'ai apporté de cette manière-là. On met ses œufs dans le même panier. Dans cette optique-là, c'est qu'on parle de l'arsenal. L'arsenal d'outils privés, donc des outils qui peuvent être payants, des outils gratuits open source et nos outils internes. Donc, la fois qui arrive, c'est qu'on va grandement dépendre des outils qui sont en ligne si on n'a pas des équipes de développement de malware dev ou des gens qui développent notre arsenal directement à l'interne. La fois qui arrive, c'est qu'il peut y avoir des grosses problématiques avec des impacts assez, je veux dire, importants parce que si jamais vous faites une opération, vous préparez une opération pendant 3-4, par exemple 3-4 mois. Vous avez une semaine avant du mandat, puis il y a une mise à jour Windows, puis ça fait que finalement, votre exécution est détectée. Fait que votre opération, votre chaîne au complet dépendait de l'exécution du initial access ou peu importe la tactique en soi. Puis maintenant, c'est détecté une semaine avant. L'affaire qui arrive, c'est que vous n'avez pas le contrôle de l'outil nécessairement que vous allez utiliser. Puis là, vous n'avez pas nécessairement la possibilité de dernière minute de revirer la situation de bord pour dire OK, comment on va faire pour ne pas être détecté? Parce que sinon, on va brûler 3, 4, 5 mois de travail, pas dans le vide, mais pas loin. Fait que c'est ça qui arrive. Puis pour le vrai, ça peut être des expériences vécues de dire tu travailles pendant plusieurs mois, puis une semaine avant, tu arrives là, puis c'est comme go, tu te retournes de bord, puis c'est quoi qu'on peut faire? Puis la fois qui arrive, c'est que, par exemple, je veux dire, les outils privés, vous vous dites ah, ben un outil privé, tu payes, il y a moins de monde qui vont l'avoir. Mais qui a déjà ici entendu parler de Cobalt Strike pour des gens qui l'utilisent? Juste rapidement, à main levée, qui peut déjà avoir utilisé ça? OK, j'aurais pensé. OK, ben, peut-être plus de monde, mais en tout cas, c'est quand même un outil important au niveau des Red Teamers. C'est payant, puis la fois qui arrive, c'est que les outils de défense savent que les Red Teamers utilisent ça. Qu'est-ce qui va arriver? Même si tu peux le customiser à un certain niveau, il va toujours avoir des IOC au niveau de Cobalt Strike de manière générale. Fait que si tu dépends d'outils qui sont payants, mais super comme populaires et importants, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la détection va être en lien à ces outils-là, puis ça va quand même te tirer dans le pied à un certain niveau. Donc, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais la solution, c'est le développement de maliciels interne, donc le malware dev. Les avantages de ça, c'est vraiment un contrôle inégal du code puis du comportement de l'arsenal de notre outil. La fois qui arrive, c'est que nous, dans notre équipe de Red Team, on a quelqu'un de dédié temps plein sur le développement, le malware dev. Ce qui arrive, c'est qu'il a créé un loader qui s'appelle Loki. C'est la raison pourquoi il y a la face de Loki à côté. C'est un loader modulaire. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est qu'il va avoir différentes fonctionnalités, différents modules qu'on va pouvoir y ajouter, que ce soit au niveau de l'injection, comme pour l'exécution, au niveau de l'obfuscation pour ne pas se faire détecter, tout ça. Puis ce que ça fait, c'est qu'il l'a appelé Loki parce que c'est le maître pour se déguiser et tout ça, pour ne pas se faire détecter, puis passer free. Fait que c'est un peu cette affaire, c'est un peu cette logique-là. Puis le loader, ça vient vraiment faciliter notre vie au niveau, par exemple, de Red Teamer ou d'un Purple Teamer dans cette vision-là, parce que moi, personnellement, je ne fais pas du C, je ne fais pas de C++, puis je suis encore moins de l'assembleur. Fait que pour pouvoir faire mes opérations, c'est plate de dépendre sur moi parce que c'est sûr que c'est pas moi qui code le C. La fois qui arrive, c'est qu'en ayant un loader modulaire, ben moi, je fais juste passer un shellcode au binaire à ce Loki-là. Puis j'ai dit, OK, ben moi, je veux tel niveau de sophistication, par exemple. Je veux telle exécution, tel module. Fait qu'après ça, ça me sort un XE au niveau service ou exécutable de base ou une DLL. Fait qu'après ça, moi, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire, j'injecte, je roule le XE, puis ça se fait comme magiquement tout seul. Puis je n'ai pas à développer tout ça parce que ça devient vraiment complexe à un certain niveau. Puis ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est habile avec cette compétence-là, c'est-à-dire de faire du C, de faire de l'assembleur, puis de faire du C++. Il y en a d'autres qui vont avoir d'autres centres d'intérêt, puis que ça va apporter une valeur ajoutée à une autre section de la chaîne. Fait qu'on prend vraiment du temps pour dire un gros merci à ces gens-là qui nous aident puis qui nous sauvent la vie, puis ça nous fait moins saigner des yeux. Puis comme je l'ai dit, dans le fond, je peux y passer n'importe quel shellcode à ce Loki-là.
Donc, l'affaire qui arrive, c'est que si, par exemple, vous utilisez Cobalt Strike, vous générez le shellcode, vous y donnez. Vous voulez tester Covenant, par exemple, qui est un autre C2, ou Mythic, ou peu importe le C2 que vous désirez utiliser, vous faites juste y garocher, puis ça va fonctionner. Fait que l'affaire qui arrive, c'est que c'est vraiment le fun avec ça, parce que si on veut tester des TTP vraiment spécifiques, de dire, moi, je vais tester l'offuscation, on peut mettre l'injection de base, puis voir quel niveau d'offuscation, jusqu'où on détecte, puis jusqu'où on bloque. Fait qu'on peut vraiment tester des procédures de manière plus précise au lieu de dépendre d'outils, parce que si on dépend d'outils, on ne contrôle pas forcément. Fait que quand c'est le temps de tester quelque chose concrètement, bien, ça devient difficile parce qu'on ne contrôle pas l'ensemble de la chaîne. Le déploiement. Donc ici, on vient de passer la phase de préparation. On est rendu à la phase de test. Donc au niveau du déploiement de l'infrastructure, qu'est-ce que ça se passe? On fait ça manuel. Donc à bonne vieille franquette, qu'est-ce qu'on fait? On prend la machine, on déploie ça manuellement. On va dans les différentes applications, différentes plateformes web, donc AWS, Google Cloud, DigitalOcean, Linode, name it, il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qu'on fait? On va le faire manuellement. Donc aucune automatisation, aucun template. Il peut y avoir des inconsistances au niveau des configurations. Donc, si moi je le fais, je suis habitué de le faire, je peux peut-être avoir un bloc-notes qui va me dire « Ah oui, c'est vrai, oublie pas à tel moment faire telle config » ou des choses comme ça. Tandis que ce ne sera pas nécessairement le cas pour tout le monde. Puis quand on a des nouveaux membres dans l'équipe où l'équipe peut bouger, la fois qui arrive, c'est que ça devient difficile pour un nouveau ou une nouvelle de rentrer dans l'équipe et de dire « Moi aussi, je vais faire le déploiement d'infrastructure parce qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, DigitalOcean, c'est plus facile de déployer une infra avec ça parce que l'interface est facile à utiliser. » Il y en a d'autres qui vont dire moi, AWS, je ne touche pas à ça. Je touche pas. En tout cas, on ne touche pas à ça parce que ça ne marche pas. Fait que, tu sais, c'est comme. Il y en a qui ne vont pas vouloir toucher à ça. Fait que ça vient vraiment dire, de le faire manuel, ça vient vraiment un irritant. Puis quand tu dépends de ça, si tu dis, tu fais un Ops, par exemple, puis tu as besoin de déployer 10 machines, que ce soit des serveurs, des C2, des serveurs de fichiers, serveurs de communication, whatever, bien, ça va demander du temps pour les configurer puis faire que ton Ops. Parce que ton Ops va dépendre de ça. Donc, si jamais tu oublies des mauvaises configurations, tu ne les as pas mis ou tu as littéralement oublié quelque chose parce que tu es humain et tu n'es pas une machine, bien, ce serait plat de compromettre encore une fois un Ops sur, pas, mettons, le Initial Access, pas sur l'exécution, mais littéralement sur ton infra qui fait que, genre, le Blue Team te détecte de même. Fait que c'est quelque chose qu'on avait comme problématique, puis on voulait pallier à ça. Fait qu'est-ce qui est arrivé? On a opté pour de l'infrastructure as code. Donc, dans ce cas-là, on utilise Terraform. Puis Terraform, ce que ça fait, c'est que ça permet vraiment d'utiliser du code pour déployer des machines dans le cloud. Donc, les machines dans le cloud de AWS, DigitalOcean, Google Cloud et les autres que j'ai nommés tantôt. Pourquoi qu'on vise à utiliser Terraform au lieu, autre que automatiser des trucs, pourquoi on utilise réellement Terraform au lieu de le faire manuellement? L'affaire qui arrive, c'est que vu qu'on l'automatise, ça prend beaucoup moins de temps. Donc, si on a besoin de déployer 10 machines, au lieu que ça prenne peut-être une semaine, bien, ça nous prend 2 jours, c'est déjà ce temps-là qu'on a gagné. Au niveau de l'utilisation des gabarits, donc si jamais on veut faire un C2 et on a un template pour ça, bien, on peut juste le déployer super rapidement. Fait que si on a 6 machines C2 pareilles ou semi-identiques avec un nom de domaine différent ou des AI aussi différents, bien, c'est facile de déployer avec des configs différentes, de dire juste tu changes l'URL, tu changes le nom de domaine, tu changes le sleeper par exemple, ou peu importe. Ça se fait facilement, puis ça se déploie rapidement par n'importe qui. Donc, des nouveaux membres dans l'équipe qui n'ont jamais touché à ça, tu leur dis, OK, voici le template, voici les champs que tu as modifiés. Tu as 6 champs modifiés. Tu mets l'URL, tu mets ci, tu mets ça. Tu peux faire Terraform Apply. Puis après ça, tu as ta machine. Tu peux valider avec quelqu'un, mais ça va fonctionner. Fait que ce que ça fait, c'est que ça permet d'utiliser les gabarits. Le support à long terme sous format de dire que quand il y a des nouveaux membres de l'équipe, les connaissances bougent, tout ça. Ça fait que tout le monde est quand même en mesure de l'utiliser et on ne dépend pas d'une seule et unique personne. Faciliter la gestion des machines. Donc, si c'est le temps de faire, mettons, la suppression, quand c'est manuel, il faut que tu te reconnectes sur AWS. Tu trouves une manière de supprimer. 3 mois plus tard, tu réalises qu'il y avait quand même de quoi qui te chargeait. Fait que tu appelles le support, tu trouves une manière de le fermer. DigitalOcean, même affaire. Il faut que tu te promènes dans différentes applications pour dire « kill la machine ». Tandis qu'avec le Terraform, tu vas sur le dossier de la machine, tu le vois littéralement, un mandat, un projet, tu vois tes 4, 5, 10 machines, tu vas dans chacune d'entre elles, Terraform init, tu visualises, OK, il est encore up, Terraform destroy, puis comme, c'est fait. Fait que tu n'as pas à te casser le basic de te connecter sur les différentes applications. L'autre chose qui est cool, c'est que, dans le fond, c'est possible de le combiner avec, par exemple, des choses comme des outils comme Ansible. Donc, si jamais vous voulez apporter Terraform au next level, c'est possible de le faire dans cette optique-là parce que c'est compatible avec Ansible.
on arrive dans le vif du sujet. Donc, dans le fond, probablement, vous avez vu dans le titre VS Code. Fait que la présentation porte grandement là-dessus. Puis on arrive littéralement dans le vif du sujet. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, encore une fois, je rappelle le workflow. Donc, on a passé la préparation du mandat, on a fait l'exécution, puis là, on est rendu littéralement à la section de divulgation. Donc, divulgation qui prend la moitié du temps peut-être de notre travail. Donc, c'est pour ça que ça prend littéralement presque la moitié du temps de cette présentation-là. Donc, la suite Office. Pourquoi il y a autant d'irritants, puis pourquoi on ne l'utilise littéralement pas? L'affaire qui arrive, c'est qu'à travailler à plusieurs, bien, premièrement, qui utilise Word ou la suite Office de manière générale, genre PDF, PowerPoint, Word, ou les autres outils comme Excel pour, mettons, faire des rapports, des présentations, tu sais, comme ces choses-là. En m'élever rapidement, là. OK, bon, c'est ce que je pensais. Fait que là, l'affaire qui arrive, c'est que des fois, tu travailles à plusieurs, tu vas faire des modifications, tu vas faire la rédaction, par exemple, du rapport dans Word, puis il va y avoir des mauvaises synchronisations, tu vas avoir des affaires, le template va péter, puis là, c'est tannant. Ma job, c'est de faire du stock technique. J'aime le stock technique. Puis je suis en train de me battre contre un gabarit dans Word. C'est comme moins nice. Fait que c'est pas ça qu'on aime. Fait que, un gros irritant. Faible configuration de l'outil. Donc, c'est vraiment difficile de configurer ça. Puis, mauvaise automatisation aussi. Ça, vous allez le voir un petit peu plus tard avec notre solution, que ça va vraiment permettre de pallier à ces irritants-là, mais comme next level, parce que ça va être vraiment cool. L'autre point, c'est que les machines, pour utiliser la suite Office, dans le fond, il faut une machine Windows ou Mac pour vraiment utiliser les Fat Lion. Là, vous allez prendre et me dire, ah oui, mais tu peux utiliser Word version web. Qui a vraiment le goût d'utiliser la version web de Word pour rédiger un rapport à plusieurs? C'est comme, ça répond tout ça à la question. Fait ça qui arrive. Un autre point, c'est comme, j'ai utilisé Word pour faire la rédaction de rapport plusieurs fois. Puis l'affaire qui arrive, c'est que tu as un beau template. Ouais, tout est beau. Puis là, tu te dis, me semble l'image, elle serait un petit peu plus belle comme juste un peu à droite ou juste un peu à gauche. Puis là, tu te dis, ah, je me sens correct. Une bonne journée aujourd'hui, tu tasses un peu, ça pète le template, tu penses te sauver avec un CTRL-Z, puis il n'y a plus rien qui marche. Fait que, ça, c'est un autre bon exemple de dire pourquoi que, comme la suite Office, ce n'est pas nécessairement le best pour la création de rapports et les présentations. Ça, c'est une vue globale. Si jamais vous ne connaissez pas VS Code, voici une vue qui peut ressembler un petit peu à ça. Dans le fond, c'est pour vous donner une idée de c'est quoi l'outil IDE. Dans le fond, VS Code, c'est un IDE pour, mettons, faire de la programmation, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est ça que je voulais vous en parler dans cette présentation-là. C'était pour vous donner une idée rapide de ça ressemble à quoi, parce que si je dis VS Code, puis on ne sait pas c'est quoi, c'est dur à visualiser avant d'arriver dans le vif du sujet. Donc, je vais parler rapidement un peu des fonctionnalités de VS Code qui nous a fait aller vers cet outil-là. Donc, ça prend en charge le Markdown, qui est un langage universel. Donc, un peu n'importe qui est en mesure facilement d'adapter un rapport à Markdown parce que c'est facile à utiliser, langage universel, logiciel multiplateforme. Donc, que ce soit sur Linux, Mac ou Windows, dans le fond, on n'a pas cette problématique-là. Puis, la fois qui arrivait avec un irritant, c'est quand tu es un utilisateur avec Linux, c'est vraiment plate de devoir faire une virtualisation de Windows pour pouvoir faire un rapport. Fait que, tu sais, comme ça ajoute un énorme irritant. Fait que dans ce cas-là, VS Code, cross-platform, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un éditeur lightweight aussi. Fait que ça ne prend pas toute la RAM des ordis qu'on a. Meilleure gestion des modifications avec Git. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tantôt, je vous ai dit, on a une infrastructure GitLab. Pourquoi pas utiliser cette infra-là? On pourrait comme versionner nos différentes versions du rapport puis gérer tout ça à ce niveau-là. Parce qu'au lieu d'utiliser Word puis d'aller dans l'historique des modifications puis de voir ça, bien, pourquoi pas utiliser littéralement l'infrastructure qu'on a déjà. Donc, c'est ce qu'on se dit. Et pour les extensions, les fonctionnalités et les configurations, je vous montre ça sur le format d'une démo. Ce ne sera pas une démo live, mais ça va être des vidéos. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Oh, je change ça là. Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'ici, on peut voir, ça, c'est notre GitLab. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un template de rapport de projet. Fait que ce qui arrive, c'est que quand on rouvre ce projet-là, on voit qu'il y a une section présentation, une section rapport, une section rapport d'exemple, ressources et ROE. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand on recule, par exemple, on veut faire un nouveau projet au sein de notre équipe, on va faire From Template, puis on va utiliser notre Markdown Project Template. Quand on va faire notre projet, ça va contenir le template en soi, donc tous les fichiers de configuration en lien au rapport, aux présentations, au ROE, puis des exemples pour vraiment copier-coller rapidement pour faire un beau rapport
ou des belles présentations, ça va être déjà inclus dans le projet. Donc, ce qui arrive après ça, les ROA, c'est les Rules of Engagement, donc les règles d'engagement. Excuse. Ouais, bonne question. Dans le fond, après ça, ce qui arrive, c'est qu'on va pouvoir faire un git clone. Là, je ne sais pas à quel point vous voyez, fait que je vais le grossir quand même. Mais on rouvre VS Code, puis on regarde le gabarit du projet. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? C'est que quand on va zoomer à gauche, on va pouvoir voir le dossier .VS Code, présentation, rapport, ressources et tout ce qui est en lien aux règles d'engagement. OK, ça ne veut juste pas faire pause. Bon, ce que je voulais dire, c'est que... Non, OK, il ne veut vraiment pas. Ben là, je vais le tasser, mais ce qui arrive, c'est que dans les différentes sections, on voyait c'était quoi les dossiers qui étaient importants à utiliser, puis qu'on avait les différents templates. Je vais leur grossir, puis au pire, je vais reparler par-dessus si jamais on a besoin de faire un retour. Okay. Bon, ici, dans le point VS Code, on voit qu'il y a le fichier extension. Extension, ce qui arrive avec ça, c'est que c'est vraiment important parce que pour quelqu'un qui est nouveau avec VS Code, il n'est pas nécessairement habitué, puis il ne sait pas ça va être quoi les extensions que VS Code peut l'aider pour faire ses présentations. Donc, le fichier .extension, ce qu'il va faire, c'est que quand tu vas ouvrir VS Code, il va avoir un petit pop-up en bas à droite, puis il va dire « Hey, il y a quelqu'un qui te recommande d'installer ces différentes extensions-là pour le bien de la rédaction de ce que tu veux utiliser. Pour le projet, tu as besoin de ces extensions-là. » Donc, tu peux faire « Install », puis ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir déjà, ça va installer les différentes extensions que tu as besoin. Au niveau du point settings.json, ce que ça va faire, c'est que ça va inclure les configurations que tu as besoin des extensions que tu viens tout juste d'installer. Donc, tu n'as pas besoin de retourner pour dire « OK, c'est quoi cette configuration-là? Il faut que j'aille leur modifier après, tout ça. » Ça se fait tout automatiquement parce que c'est dans le template du projet. Donc, ici, on voit la configuration pour les règles d'engagement. On voit par la suite les configurations pour le rapport. On voit le output qui est possible d'être fait au rapport, donc format PDF. Si on monte un petit peu plus haut, quand on fait un rapport, on veut les marges qui soient déjà setées, qu'on n'ait pas besoin de les modifier par nous-mêmes. Et le plus important que je vous dirais, c'est le fichier de configuration. Donc, un fichier de configuration par équipe, que ce soit Red Team, Pentest, ROP ou, je veux dire, Purple. C'est dans le fond, ces équipes-là, ils ont vraiment un template spécifique par équipe. Puis, c'est dans le fond... Oh, ça va slider. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que je vais vous montrer tantôt dans l'autre démonstration, mais ça vient vraiment faciliter la vie parce que les fichiers de configuration vont avoir la configuration pour les différentes équipes, donc les images, les couleurs, ces affaires-là qui vont faire qu'on n'a pas besoin de le modifier à toutes les fois. On fait juste setter notre fichier de config, puis ça va être propre à l'équipe. Cette section-là, je vais parler des extensions. Les extensions que je vous parle ici, c'est des extensions qu'on utilise, par exemple, pour faire le rapport, pour les présentations, ces choses-là, mais il y a plusieurs autres extensions qui sont possibles pour faire du développement ou des choses comme ça. Je ne parle pas de l'entièreté des extensions qui sont sur le marché et qui sont Word parce que ça serait littéralement genre un talk en soi. Ce ne serait pas forcément le plus intéressant selon moi, mais ce serait quand même quelque chose qui aurait beaucoup de valeur selon votre déploiement. Donc, je passe au travers. Il y avait Antidote, des extensions pour Git. Il y a aussi au niveau de Markdown All-in-One, donc pour la syntaxe. Ici, on voit l'extension Markdown Converter Ethic. Ça, c'est une extension, un plugin VS Code que nous, on a travaillé à l'interne pour ajouter des fonctionnalités propres à nous pour faciliter la rédaction du rapport et des règles d'engagement. Donc, ça vient vraiment faciliter ça. J'en parlais un petit peu plus tard aussi. Donc, on voit que ça a été développé par nous. Par la suite, le MARP VS Code, donc c'est pour la création de présentation en Markdown. Donc, cette présentation-là au complet a été faite en Markdown avec du HTML, CSS pour avoir un beau rendu comme ça, puis ça sauve énormément de temps pour sa création. Donc, après ça, on voit du Python, Remote Development, VS Code, PDF. Donc, il y a plusieurs autres extensions possibles qui sont possibles d'avoir au sein de notre outil pour faciliter notre vie. VS Code est gentil, il nous recommande aussi des extensions, donc c'est Docker, Terraform, peu importe c'est quoi, il peut dire hey, ces extensions-là sont possibles, sont populaires, donc peut-être les utiliser. Et au niveau, il y a un champ recherche, donc si jamais vous dites moi je veux faire du Python, cherchez Python. Vous voulez faire du Docker, cherchez Docker. Vous voulez avoir des extensions qui vous aident avec Git, cherchez Git. Donc, ça va vraiment
venir améliorer l'outil pour que ça soit propre à vous. Puis là, je vous parle de MARP parce que MARP, c'est vraiment puissant. Donc, ici, on est dans la section présentation. Puis ce qui arrive, c'est que je rouvre littéralement l'onglet présentation, puis on voit le preview à droite. La fois qui arrive, c'est que ça crée une présentation, puis c'est en temps réel. Je vois c'est quoi le rendu en temps réel de ma présentation. Donc, si je change Hackfest pour Hackfest 14 pour Hackfest 15 ou Hackfest 16, on le voit en temps réel. Si je décide de changer le titre pour autre chose, ça se fait vraiment responsive. On n'a pas besoin de toujours récompiler notre présentation pour que ça sorte. Si on va en haut, on peut faire le Export Slide Deck. Ce que ça fait, c'est que ça va créer, par exemple dans ce cas-là, un PDF, mais ça peut aussi faire un PowerPoint ou un HTML. Ça l'ouvre ailleurs, mais vu que tantôt je vous ai parlé de VS Code PDF, bien, ce qui est possible de faire, c'est que directement dans VS Code, on rouvre nos PDF. Donc, VS Code devient plus qu'un simple IDE pour écrire du code. Tu peux créer un rapport, tu peux faire une présentation, tu rouvres tes PDF, tu utilises avec Git, fait comme c'est rendu next level, puis tu n'as plus besoin d'avoir 1001 outils pour faire ce que tu ferais normalement. Je suis sûr qu'il y a une manière de automatiser tout ça puis utiliser pratiquement que VS Code pour faire les différents process. Donc, une autre démonstration. Puis là, l'affaire qui arrive, c'est que c'est pour vous montrer les différents. OK, un peu. Bon, même que je fais des démos avec des vidéos, le démo god il est comme pas content. Fait que ce ne sera pas bien long. Non, OK, il ne veut pas. Bon, ce ne sera pas bien long. Attendez un petit peu. Je vous fais de quoi pour vous sortir, dans le fond, la vidéo. Ce ne sera pas bien long. Désolé, si jamais vous avez des questions pour ben là, ça serait comme ça pourrait être. Vous pouvez les garder pour la fin, mais ça va être un bon moment de faire une petite transition. Attendez un petit peu. Je pense que c'est celle-là. Okay, bon. Vraiment désolé pour le vrai. J'essayais de faire le setup pour que ça soit le plus efficace possible. Puis finalement, ben, on voit bien que même avec la préparation, c'est pas forcément. On va faire celle-là ici. On va l'ouvrir. Puis l'affaire qui arrive ici, c'est dans le fond, c'est que je vous parle pour la présentation des ROE. Donc, dans cette section-là, je vous montre comment on utilise le fichier de configuration. Donc, ici, redteam.json pour faire la création de nos ROE. ROE, encore une fois, les règles d'engagement. Donc, on voit les configurations en bas. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi notre page titre? C'est quoi la page du contenu des ROE? Est-ce qu'on veut les footers, les deux? Vous allez comprendre un petit peu c'est quoi en voyant. Donc, on peut faire CTRL-SHIFT-P et avec l'extension, on peut faire Generate Rule of Engagement. Ce que ça va faire, c'est que ça va générer les règles d'engagement sous le format PDF avec le fichier de config qu'on avait déjà dessiné. Donc, ici, on voit le logo Red Team, on voit les différentes couleurs, on voit le template de manière globale qui se fait rapidement. Puis lorsqu'on arrive, puis on va dans le fichier de configuration, puis qu'on modifie Red pour, par exemple, Pentest, dans ce cas-là, ça revient comme le même contenu du rapport. On n'a pas besoin d'aller changer les images, la couleur, les différents templates. Puis on peut faire CTRL-SHIFT-P et on regarde. Oh, qu'est-ce qui arrive? Ça a changé. C'est une toute autre allure. Puis ce qui arrive, c'est qu'au niveau des différentes équipes, ça vient vraiment faciliter parce qu'on a un outil qui peut être utilisé par les différentes équipes, puis on a un beau template qui est propre à tout le monde. Donc, ici, on voit vraiment la différence entre le gabarit Red Team et le gabarit Pentest au niveau des couleurs, au niveau des images. Donc, là, je peux continuer en espérant que la dernière, là, j'en ai pas d'autres après. OK, bon. Fait que si ça a passé vite au niveau des démonstrations, dans le fond, cette slide-là, c'est vraiment pour vous aider de dire de manière globale, c'est quoi que je vous ai parlé durant les trois dernières démos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les extensions MARP pour la création d'un PowerPoint MARP PDF, Markdown All-in-One pour la syntaxe, VS Code PDF, c'est pour vraiment ouvrir des PDF dans VS Code, Antidote, correction de faute. Markdown Image, c'est avoir l'extension pour pouvoir copier, coller des images dans votre VS Code. Donc, normalement, vous pouvez, par exemple, prendre une image, faire copier, la mettre dans votre rapport, par exemple, Word, puis faire coller. Fait qu'on ne voulait pas perdre cette fonctionnalité-là avec VS Code. Bien, cette extension-là, c'est possible. Mermaid, c'est pour les diagrammes. Git, ça en parle. Docker et Remote Development. Donc, à quoi qu'on utilise
En quoi qu'on utilise dans le fond GitLab, VS Code, on fait la rédaction de rapports avec ça, on fait la création de présentations, on va faire le développement et le coding de différents outils. Et ce qui arrive, c'est que si jamais vous n'êtes pas nécessairement familier avec Git, il y a plein d'extensions qui sont possibles à être utilisées, comme je vous ai montré, avec VS Code. Donc, il y en a qui vont utiliser VS Code pour gérer les différentes branches, pour voir comment Git fonctionne de manière générale, parce que ça va être de manière plus visible, ça va être plus facile à comprendre. Donc, il y en a qui vont utiliser VS Code littéralement pour faciliter leur vie avec Git. Sinon, tantôt, je vous ai parlé d'un plugin qu'on a travaillé. Ce qui s'est passé, c'est que le plugin de VS Code, c'est des plugins open source. Donc, ce qui veut dire open source veut dire que tu peux forker, faire des pull requests et des modifications. Le plugin qu'on a utilisé présentement, il est public. La version /brand éthique n'est pas publique parce que dans le fond, nous autres, c'était propre à nos besoins. Puis le plugin de base, c'était vraiment pour faire un rapport, mais sans nécessairement les différentes fonctionnalités de ROE et de rapport comme on voulait avec des templates. Mais c'est quelque chose que nous autres, on a fait puis on a ajouté des pull requests pour faciliter, pour ajouter différentes fonctionnalités à l'outil. Tantôt, je vous ai parlé des configurations. Donc, encore une fois, les configurations au niveau des extensions qui sont ajoutables facilement via un fichier. Donc, on s'assure que tout le monde au sein de l'équipe a les mêmes extensions minimales dans son éditeur pour que ça fonctionne pour tout le monde. Même chose pour les configurations des extensions. Donc, les settings sont les mêmes pour tout le monde, ce qui fait que c'est pas différent à tout le monde. Puis dire, ah, t'as-tu ajusté les marges, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça? Ça fonctionne réellement de la même manière pour tout le monde. Donc, pourquoi faire ces changements-là? Donc, on s'est posé plusieurs questions tout au long de ce processus-là, des différents processus d'amélioration. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre but ultime, c'est d'avoir une approche DevOps et le plus agile possible. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont un workflow super intéressant. Puis dans le fond, c'est pour vraiment optimiser, pour faire le plus de good stuff, le stock qu'on aime. Donc, on se met les mains dans le technique, c'est ça qu'on aime. Bien, est-ce qu'on peut réduire le temps que ça prend pour faire toutes les autres choses qu'on trouve plates, mais qui sont nécessaires de faire? Donc, c'est un petit peu cette optique-là. Puis, ça vient vraiment faciliter de la vie de tout le monde. Puis, pas juste au niveau technique, mais au niveau, je vais dire, global et visuel. Donc, quand tu sais sur quoi les autres travaillent, je vais en parler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment intéressant. Ici, je vous parle des pipelines, parce que les pipelines, c'est la vie. J'ai un peu plus été, je me suis un peu plus intéressé, bien, les membres de mon équipe, il y a eu du monde qui se sont intéressés aux pipelines, puis ça a vraiment changé beaucoup d'aspects de cette vision-là, parce que l'affaire qui arrive, c'est que si tu as besoin d'aller chercher des données, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez des meetings, puis à chaque meeting, vous avez besoin d'avoir des données spécifiques. C'est quoi vous allez faire? Vous allez consulter les données, vous allez prendre des notes à côté, vous allez arriver au meeting, vous allez les présenter. Là, ça demande du temps. Fait que si tu prends un pipeline qui va aller pré-chercher ces valeurs-là, les mettre directement dans votre fichier, puis tu vas juste ouvrir le fichier avant la présentation, tu viens de sauver déjà du temps. Puis si c'est un irritant, bien, c'est déjà un win. L'autre point, c'est qu'on a notre wiki à l'interne. Donc, notre wiki, dans ce cas-là, c'est le wiki Red Team, mais il y a un wiki pour l'ensemble des équipes au sein de notre direction. Puis l'affaire qui arrive, c'est qu'avec les pipelines, lorsqu'on fait des modifications, on fait un commit, on fait un push, bien, il y a déjà un pipeline qui passe et qui dit OK, bien, les modifications qui vont être faites valident que tout est correct, puis push ça en prod. Fait qu'après ça, ce qui arrive, c'est qu'on a vraiment le wiki up-to-date, puis on n'a pas. C'est pas n'importe qui va juste aller faire comme commit, push, puis ça va comme aller polluer le wiki. Fait qu'avec ça, le pipeline, ça va vraiment automatiser, faciliter le tout. L'affaire qui est super cool aussi, c'est que quand c'est le temps du développement du wiki à l'interne, je ne l'ai pas mentionné dans le slide, mais c'est juste comme je drop un tool, c'est MKDocs, qui permet de prendre votre wiki puis le tester de manière locale. Fait que ce qui arrive, c'est qu'au lieu de, par exemple, si vous dites hey, le render, va-tu bien sortir si je fais une liste avec des images puis des captions ou peu importe, bien, vous n'êtes pas nécessairement certain, puis faire 3, 4, 5 commits pour faire fixe, c'est pas tant le best. Fait que l'affaire qui arrive, c'est qu'avec MKDocs, vous pouvez le faire de manière locale. Fait que tu vois vraiment comment que ça va être render. Puis après ça, tu peux faire un push ou un commit pour dire voici pour améliorer rendu. Tantôt, je vais parler Scrum, Sprint, pour vraiment voir sur quoi les gens travaillent. Donc, nous, on a transféré un petit peu plus à Agile et on utilise le board de GitLab pour faire ça. Donc, on a un board qui s'appelle Scrum, qu'on regarde à tous les jours pour voir les avancements de tous et chacun. Donc, au sein de l'équipe, les sprints vont durer une durée de 2 semaines.
Puis, de la manière dont ça va fonctionner, c'est qu'on va vraiment voir sur quoi les gens travaillent. Là, je ne sais pas si vous allez voir, mais dans le fond, on voit qu'il y a certaines personnes qui travaillaient sur un workshop de SpecterOps, donc pour de la formation. Et moi, en bas à droite, ben, je travaillais sur la présentation du Hackfest 2020. Puis ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir une vision globale sur quoi les gens travaillent. Puis quand ils ont des questions, ben, tu sais de manière globale, puis tu peux facilement avoir accès à ça parce que tu sais sur quoi ils sont supposés travailler. Donc, ils ne t'arriveront pas avec quelque chose de dire « Ah oui, moi, je n'ai pas de PowerShell, par exemple, à faire cette semaine, mais tout d'un coup, j'ai besoin de plein de questions PowerShell. OK, pourquoi? Tu étais supposé de faire ça? Non, OK, bien, tu sais, on va suivre la priorité, puis on va voir sur quoi on travaille, puis ça va être beaucoup plus facile de voir sur le long terme sur qu'est-ce que tout le monde fait. Puis, ça permet d'avoir une bonne séparation par les épiques. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire en fonction des différents épiques? Donc, épique pour, mettons, une section formation, une section présentation, une section peut-être ad hoc. Fait que ça va permettre de vraiment séparer les tâches qu'on a à faire tout au long de nos différents sprints. Ici, c'est une section qu'on utilise vraiment, qu'on a changé et qu'on n'utilisait pas avant. C'est tout ce qui est labels, le poids, le roadmap et les références. Donc, la fois qui arrive, c'est qu'on va avoir les IP, comme je l'ai dit tantôt, formation, ad hoc, selon le mandat en soi, les différents labels qu'on a. Donc, ça vient donner une idée rapide de qu'est-ce qui se passe pour chaque personne. Ici, le label présentation externe. Donc, quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi le Hackfest peut rapidement savoir que ce n'est pas quelque chose qui se fait à l'interne. Ça va être une présentation externe. Par la suite, on voit le poids. Donc, combien de temps en termes de poids ça va prendre cette semaine pour que je travaille là-dessus. Donc, au lieu de dire « Ah, ça va me prendre à peu près règle du pouce, tout ça », ben, au moins, tu vois c'est quoi. Ça te permet dans le roadmap de dire « OK, ben, si tu te mets 15 cette semaine, puis normalement tu fais 10, bon, ben, peut-être que ça va déborder de l'autre bord, qu'est-ce qui va se passer, ou prends en considération tout ça. Puis, c'est un poids qui est mis au sein de l'équipe. Donc, c'est pas juste moi qui fais comme « Ah oui, moi je mets 2 ou je mets 8 ou je mets 15 ». C'est comme tout le monde ensemble fait comme la règle du pouce de « OK, c'est-tu un bon 2? Oui, parfait ». La date due, c'est comme la date d'échéance. Donc, présentation, ça vient vraiment faciliter au niveau du roadmap. Donc, si c'est le temps de céduler des projets, ben, ça va être plus facile de voir si plusieurs personnes ont des dates d'échéance sur leur issue parce qu'ils vont dire, OK, ben, en date de, je ne sais pas, la date du Hackfest, il y a du monde qui vont faire des présentations, il y en a qui vont faire, par exemple, du workshop, il y en a qui vont faire d'autres choses. Ben, c'est peut-être pas le meilleur moment d'aller sacrer un mandat là parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont déjà des tâches qui sont déjà loadées. L'autre section aussi que je voulais parler, qui c'est fort intéressante, c'est la section aux Linked Issues, Items. C'est que ça fait que, dans ce cas-là, j'avais déjà postulé pour le CFP. Donc, j'avais fait le CFP. On l'avait ajouté dans un sprint. Puis, pour ne pas perdre, dans le fond, track de tout ça, mais ce que j'ai fait, c'est que je n'étais pas certain de faire la présentation. Donc, j'ai créé par la suite, j'ai formé les issues, j'ai documenté le tout. Quand j'ai su que je pouvais présenter, que j'avais été accepté, j'ai créé un deuxième issue de dire présentation Hackfest 2022, puis je vais linker le CFP à ça. Donc, ça permet d'avoir le tracking tout au long des différents sprints, de dire qu'est-ce qui est en lien à quoi, puis on ne fait pas juste un pile-mile free-fall de issues qu'on a dans notre board. C'est une section, je ne sais pas si la vidéo va marcher après, sinon je vous l'expliquerai de manière globale. Ce qui se passe, c'est que le processus de QA, ce qui se passait de manière, avant de faire le changement de VS Code puis tout ça, c'est les différentes étapes qui arrivaient. Donc, qu'est-ce qui se passait? On venait de finir, par exemple, un mandat. On faisait la rédaction du rapport dans Word. Un coup que le rapport était fini, on communiquait avec Teams pour envoyer une notification à quelqu'un et dire « Hey, tu peux-tu QA mon rapport? » Cette personne-là retournait dans le document Word, ajoutait des commentaires à ses côtés pour dire « Hey, modifie ça, moi je changerais ça, c'est plus beau que ça, genre change ton texte, tout ça. » Bon. Moi, après ça, je me refais poker par Teams, je me dis « OK, je m'en vais réappliquer les modifications pour faire que mon rapport soit plus beau. » Un coup que c'est fait, je le génère en PDF, j'envoie des courriels à tous les destinataires et je prends probablement ce PDF-là, puis je vais, par exemple, dans OneDrive, créer un dossier, puis pour le mandat, le projet X, puis je vais sauvegarder ce PDF-là. L'affaire qui arrive, c'est qu'avec un setup totalement différent, je ne sais pas si... Non, attendez un peu. Ça ne sera pas long. OK, bon. On va y arriver pareil. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que, mettons, ici, par exemple, on a fait le rapport, on a créé le projet que je vous ai montré tantôt, on a fait le template. C'est le même principe de QA de rapport, mais avec la nouvelle stack d'outils et le nouveau process qu'on utilise. Donc, on a fait notre projet, on a utilisé le template que je vous ai montré tantôt, on rouvre VS Code. On va dans la section rapport. On voit ici, dans la section de rapport, ce n'est pas
un rapport comme non-stop qui roule pendant comme 2, 3 000, 5 000 mots. Puis même encore plus, des fois, c'est on va avoir des sections. Donc, le déroulement du test, comment ça a fonctionné. Les tests, comment ça s'est fonctionné. Les résultats dans différents fichiers. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on est en mesure de le faire facilement, un rapport en différentes sections. À gauche, on peut voir la section Git. Donc, plus besoin de faire. Les modifications sont sauvegardées dans Word directement. Dans ce cas-là, nous, on prend VS Code et on fait juste push nos modifications de notre rapport dans Git, comme je vous ai mentionné tantôt. On va faire un commit, on va faire un push, ça va se retrouver dans GitLab. Fait que là, je vais juste laisser le temps de faire ça dans la vidéo. Puis l'affaire qui arrive, c'est quand on clique sur les changements, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec Git, on est en mesure de voir c'est quoi les lignes qui ont été changées. Donc, si jamais on voit qu'on a fait des typos ou qu'on a oublié de quoi, ou il y a quelque chose qu'on ne veut plus mettre mais qu'on a mis, mais on est en mesure de le faire. Ici, quand on regarde des branches à gauche, on voit que la branche template et la branche finale. On voit que la branche finale est 2 commits en arrière de la branche template. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, dans le fond, on va vouloir faire une merge request pour mettre le contenu de la branche template. Dans ce cas-là, ce serait le rapport dans la branche qui est finale, mais qu'on pourrait aussi nommer QA. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va ajouter un titre, on va ajouter une description, puis on va assigner quelqu'un pour QA notre rapport, nos modifications. Donc, dans ce cas-là, je dis, hey, c'est un super rapport, j'ai besoin de QA, tout ça. Je vais faire l'assignation. Donc, dans ce cas-là, j'assigne Martin. Puis, je peux voir aussi les commits, les changes, c'est quoi les modifications qui ont été faites dans les fichiers, juste pour double-checker. Puis, après ça, faire la merge request. Pourquoi faire la merge request et faire tout ce processus-là quand je peux juste poker quelqu'un par Teams puis ajouter, comme disait, ah, peux-tu aller valider et tout ça? L'affaire qui arrive, c'est que quand la merge request va être faite, il va y avoir un petit pop-up en haut à droite qui va vous notifier à la personne qui est assignée à une merge request de dire, hey, tu as quelque chose dans ton backlog, tu as quelque chose dans ta bin, va valider. Fait que tu n'as plus besoin de Teams pour communiquer avec la personne. En théorie, à chaque matin, plusieurs fois par jour, tu ouvres ton GitLab, tu vois c'est quoi tes tâches, tu vois sur quoi tu as travaillé, tu vois une petite pop-up apparaître, tu vas dire OK, c'est quoi? QA de rapport. Fait que ça, c'est dans l'optique de dire on pourrait faire ça. Et un coup que c'est fait, au niveau de la merge request, on peut littéralement aller dans différents changes puis ajouter des sections, développer, faire des recommandations. Tu peux mettre des images, c'est beaucoup plus que juste la section commentaire du texte qui est possible d'être utilisé dans Word. Donc, si on continue, l'affaire qui arrive, c'est qu'après ça, par exemple, Martin, dans ce cas-là, a approuvé la merge request pour dire hack de planète, hackfest, puis comme super beau QA. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on est en mesure de faire la merge request comme ça et le projet est déjà fait, la merge request est faite, tout, on reste dans la même infrastructure parce qu'on est sur Git, donc le fichier est déjà sauvegardé là-dessus. La seule chose qui reste à faire, c'est prendre le rapport puis de l'envoyer au destinataire. Fait qu'on a touché à VS Code, on a touché à Git, comme GitLab, mais on a toujours resté dans le même stack d'outils. On n'a pas à se promener d'un outil à l'autre puis dire qui a besoin de quoi, qui a où, puis tout ça. L'équipe a accès à GitLab. Tout le monde est au travers de GitLab, fait que ça reste comme l'écosystème, puis tout le monde a accès à ça, fait qu'on reste dans les mêmes outils. Donc, je veux dire, la dernière slide, notre évolution de GitLab, c'est que avant, ce qui se passait, c'est que, puis c'est encore le cas, donc on documente notre Tradecraft dans GitLab, on stocke nos outils, notre arsenal à l'interne, on fait nos gestions de projet avec GitLab aussi, assignation de tâches aux gens. L'affaire qui est arrivée, c'est qu'avec notre approche DevOps / Agile, on est en mesure d'utiliser tout ce qui est sprint, Epic, les poids, les différents pipelines pour améliorer nos processus. On a un wiki interne. Wiki interne, après ça, on utilise les branches. Donc, les développeurs, je ne sais pas si normalement, les développeurs, ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser les branches de dire je fais du code, je fais ma branche, je fais du code, je fais une modification, puis je fais une merge request. Bien, c'est là-dessus qu'on s'enligne parce qu'on a réalisé que push à 6 dans une branche pour un rapport, ce n'est pas forcément la meilleure des options. Fait en faisant chacun de nos branches, les différentes sections du rapport, faire un merge request, ça va vraiment faciliter le tout pour la compréhension, puis ça fait que quelqu'un va QA par-dessus pour s'assurer qu'il y a une certaine normalité au sein du rapport ou au sein du projet. Donc, ça devient un petit plus supplémentaire. Donc, c'est ça qui met fin à ma présentation. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser là. Je sais que c'est la fin de l'event. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
tantôt, je vous ai dit, je fais du contenu sur Internet, tout ça. Si jamais vous voulez trouver une manière de communiquer avec moi, ça vous intéresse, tout ça, j'ai mis mon domaine en bas. Vous pouvez cliquer dessus, ça va trouver une manière rapide de communiquer avec moi. Puis ça me fait plaisir de partager ce knowledge-là avec vous. Puis vous allez aussi pouvoir m'en apprendre. Donc, c'est pas mal la fin de ma présentation. Donc, je vous dis un gros merci.